Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc, nous sommes ici pour faire un point annuel. Nous vous présenterons les résultats 2018 et les perspectives avec Nicolas et Cash. Donc, nous allons commencer par les résultats 2018. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Maurice, bonjour. Donc, en synthèse de cette année 2018, deux grands points. Tout d'abord, une année excellente, tant par ses performances que par les fondations qu'elle pose pour la réalisation de CLIR. Le résultat opérationnel s'élève à 118 millions d'euros contre 100 millions d'euros, annoncé lors du plan de Pact 17 en 2014. Nos objectifs, par ailleurs, sont dépassés. Le chiffre d'affaires est en croissance organique de 9,5% contre un objectif initial de 5%. La marge s'élève à 8%, conformément à nos objectifs de 2014. Et la génération de cash est très forte et supérieure à notre objectif de 4,5%. Quand on regarde les indicateurs clés du groupe, on voit que la croissance consolidée est de 12,8% en incluant PDS Tech, qui est consolidé au 1er novembre. Cette forte croissance, elle est aussi portée par nos 3 BU. On a un résultat opérationnel qui progresse de 24% à 118 millions d'euros. On a un taux de transformation du ROA en cash qui progresse fortement à 60% contre 30% en 2017 grâce à un free cash flow en hausse de 127%. Et on a fait 2 acquisitions structurantes, 100% de PDS Technologies, 35% de MBTech. Les prix d'acquisition qu'on a négociés sont faibles par rapport au potentiel qu'elles nous donnent. Et ainsi, on a conservé nos équilibres financiers avec un gearing de 108% et un leverage de 2,2 fois. La forte dynamique de recrutement a porté la croissance 2018. Elle portera celle de 2019. Les effectifs ont augmenté de 5500 personnes en net sur l'ensemble de l'année. Notre earning per share est de 2,55 € en progression de 27,5%. Et au final, nous affichons un return on equity qui reste au plus haut niveau de 21%. Maintenant, quand on regarde l'activité par segment, on remarque que nous sommes leaders dans le secteur de la mobilité, qui représente 79% de notre chiffre d'affaires et qui bénéficie de la solide croissance de l'aéro, de l'automobile et du ferroviaire. On bénéficie aussi de notre expertise digitale, qui est forte et qui croît de 37% et qui se diffuse sur l'ensemble des segments. Si on s'intéresse à chacun des segments, l'automobile, 40% du revenu du groupe. On vous l'avait dit en début d'année, on a privilégié la progression de nos marges et la solidité de nos relations clients. On a ainsi cru de 8% sur le secteur, qui demeure avec de belles perspectives. Conformément à notre plan stratégique, on poursuit l'approfondissement de nos relations avec Daimler, en se concentrant sur les projets stratégiques de celui-ci, et on est en très fort développement avec les autres constructeurs, comme Volkswagen, Renault, Audi, BMW. Et on va continuer de bénéficier de leurs dépenses R&D. On enregistre également une forte croissance avec les équipementiers, comme Bosch ou Continental. Pour ce qui concerne l'aéronautique, on est en croissance à 2 chiffres, donc une croissance de 11%. L'aéronautique, c'est 26% de notre revenu. On est en croissance significative dans ce secteur depuis 7 trimestres. C'est logique, c'est une conséquence de notre stratégie des équilibres. On continue à s'y développer, compte tenu de notre offre. Avec le groupe Airbus, on a enregistré une croissance à 2 chiffres au T4 de 9% en 2018. Par ailleurs, on croît à 2 chiffres avec Leonardo, Bombardier, Zodiac. Les perspectives aux US sont très belles dans ce secteur. Le ferroviaire continue sa progression, plus 4%. Alstom est en croissance de 8%. On est en croissance à 2 chiffres avec des acteurs comme la RATP, Bombardier. Tous les autres principaux secteurs sont en croissance. L'énergie et le life science continuent de s'améliorer, de croître. Maintenant, lorsqu'on regarde le revenu par BU, le premier point marquant, c'est la performance et la solidité de ces performances de nos BU. La France, d'abord, qui enregistre une excellente croissance organique de 11,5% en 2018, avec un chiffre d'affaires de 615,1 millions d'euros. Cette dynamique, elle est soutenue par le recrutement net de plus de 880 ingénieurs pour l'année. L'Allemagne, qui enregistre un chiffre d'affaires de 511 millions d'euros,
en croissance de 5,1% sur l'ensemble de l'année 2018. C'est une superbe performance qui s'est accompagnée d'une forte amélioration de nos marges. Les activités du groupe, alors l'international chez nous, c'est hors France, hors Allemagne, ont réalisé un chiffre d'affaires 2018 de 379 millions d'euros, en hausse de 27,9%. PDS est consolidé depuis le 1er novembre 2018. Hors PDS Tech, la progression organique est de 13,2% en 2018. C'est une dynamique qu'on retrouve portée par l'ensemble de nos pays, mais notamment l'Amérique du Nord, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Les activités internationales ont pour nous un fort potentiel de développement, notamment aux États-Unis. Si maintenant on s'intéresse à notre PNL et à notre profitabilité opérationnelle, tout d'abord, on remarque que les marges des 3 BU opérationnels ont poursuivi leur progression. Et si je cumule la marge de nos 3 BU opérationnels, on atteint une marge opérationnelle de 8,9% en 2018 contre 8,2% en 2017. La France, plus particulièrement, progresse de 20 points de base à 8,3%. La marge de la France progresse tout en accélérant ses pré-recrutements pour préparer la croissance 2019. Et si on veut rendre comparable la France à nos concurrents, il faut rajouter les subventions crédit impôt recherche, et alors la marge de la France élève à 11,2% en 2018. L'Allemagne, elle dépasse largement ses objectifs. Notre objectif, c'était d'atteindre une marge de 9% au deuxième semestre sur l'Allemagne. On fait beaucoup mieux, puisque les marges atteignent 9% sur l'ensemble de l'année et dépassent le seuil de 10% sur le deuxième semestre. Alors cette progression, elle est due à l'amélioration du TASE de 110 points de base et aussi au plan de transformation lancé fin 2016 et qui permet de déployer l'ensemble des expertises au niveau national tout en augmentant la proximité de la régionale avec les clients. Le résultat de cette stratégie, c'est qu'aujourd'hui, Daimler, c'est 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 millions d'euros pour le groupe Volkswagen, 35 millions pour le groupe BMW, et ces 3 clients sont dans le top 10 du groupe AK. Par ailleurs, l'acquisition du solde de 35% de MBTech va permettre d'accélérer et de finaliser cette transformation et de poursuivre l'amélioration des marges. La marge de la BU internationale progresse à 9,3% en 2017, de 9,3% en 2017 pour passer à 9,9% en 2018. La BU Over, elle, a légèrement baissé. Elle s'établit à 12,7 millions d'euros. Elle regroupe tous les frais corporate, dont les frais de holding, les investissements liés à la forte croissance organique externe du groupe, ainsi que les subventions de type CIR. Et au final, la marge opérationnelle courante du groupe, à périmètre constant, progresse de 80 points de base en 2018 pour atteindre 8%, ce qui est conforme à nos objectifs. L'objectif de ce slide, c'est de vous montrer la tendance dans laquelle on s'inscrit. Vous avez en tête que notre objectif Clear 2022, c'est d'atteindre une marge de 10 à 12%. Et clairement, on voit la tendance se profiler dans ce slide, avec une marge de l'Allemagne qui est de 10,6% sur le deuxième semestre, avec un type de saisonnalité qui est comparable d'une année sur l'autre, et globalement une saisonnalité en ligne avec les années précédentes. Donc le trend de confiance pour Clear 2022 se dessine clairement sur ce document. Maintenant, si on regarde le bas du PNL, les performances, elles sont bonnes, là aussi. On a tout d'abord des non-récurrents qui sont en phase avec ce qu'on avait indiqué autour de 18 millions d'euros. Alors, ces coûts non récurrents, ils intègrent les coûts de M&A et d'intégration des récentes acquisitions, les coûts liés à la finalisation de la transformation de l'Allemagne avec le passage en 3 régions et le One Brand, One AK en Allemagne, le lancement de Clear et l'investissement sur l'académie. Le coût des stocks et des actions gratuites est supérieur à ce que nous vous avions annoncé. La performance du plan a conduit à attribuer plus d'actions aux 350 principaux managers du groupe. Alors, pour mémoire, l'impact résiduel de ce plan sera de 4 millions d'euros, fondamentalement sur le premier semestre de l'année, et il n'y a pas d'impact cash. Le résultat financier est de moins 17 millions d'euros. Il est stable. On a un coût de financement qui est faible, à 1,9% en moyenne. Alors, il y a 2 raisons majeures. On fait des acquisitions qui sont de bonnes affaires financières. Et surtout, on est prédictible
et lisible, puisqu'on annonce toujours plusieurs années à l'avance nos objectifs et qu'on les délivre. Et nos banques adorent, elles ont confiance et on obtient les meilleures conditions du marché. Le taux d'IS est de 27,2% contre 25,6% en 2017. Le taux d'IS devrait être stable en 2019. Le résultat net, le résultat part du groupe augmente grâce à la baisse des intérêts minoritaires, notamment. Ainsi, c'est une conséquence financière intéressante du rachat des 35% d'MBTech en septembre 2018, et c'est qu'on n'aura plus d'intérêts minoritaires. Il représente environ 5 millions d'euros pour l'année 2017, pour vous donner un référent. Au final, le résultat net progresse de 20,4% à 53,1 millions d'euros et s'inscrit à 3,5% du chiffre d'affaires contre 3,3% en 2017. Le nombre d'actions étant inchangé, notre earning per share progresse du coup de 27,5%. Quand on s'intéresse au bilan, on a un bilan sain. Chaque semestre, je vous le rappelle, on est volontariste dans notre stratégie conservateur sur la préservation de nos équilibres financiers. Ça a toujours été le cas et ça le restera avec Clear. On a ainsi une dette nette de 279 millions d'euros avec un leverage de 2,2 fois contre 3 fois en 2017 et un gearing de 108%. Vous avez le détail de la composition de la dette, du coût de son échéancier en annexe. La génération de cash, on a une trésorerie brute qui s'établit fin 2018 à 272 millions d'euros. 3 grands éléments à retenir pour expliquer la formation de la trésorerie, sachant que tous les détails relatifs à mes commentaires sont en annexe. Premier élément, une forte génération de cash opérationnel. On a une capacité d'autofinancement qui a été multipliée par 2 à 129,5 millions d'euros, ce qui nous conduit à un free cash flow de 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est 6,6% de notre chiffre d'affaires au total. Si on en déduit un one-shot qui a permis de récupérer des créances fiscales, on a un free cash flow qui est de 69,4 millions d'euros, soit 4,6% du chiffre d'affaires. Ce 4,6% du chiffre d'affaires, c'est un référent qui peut vous servir pour vos projections. Pour mémoire, notre objectif 2018, c'était 4,5% de free cash flow sur chiffre d'affaires, sachant qu'en 2017, le taux n'était que de 2,2%. Les facteurs explicatifs, ils sont conformes à ce qu'on vous avait dit lors de la présentation des résultats du H1, qui est une stabilité du BFR en dépit de la forte croissance du groupe, avec un DSO qui est resté stable à 53 jours, un facteur stable également à 51 jours, la saisonnalité semestrielle du BFR qui est conforme à ce qu'on a chaque année. Par ailleurs, nos CAPEX sont en baisse avec la fin de l'investissement du deuxième centre de test électromagnétique pour Audi. Ils ont représenté 2% du chiffre d'affaires en 2018. Ils rejoignent un niveau normatif contre 2,9% en 2017. Deuxième point pour expliquer la génération de trésorerie, la déduction de la variation de périmètre de 126 millions d'euros qui s'explique fondamentalement par les 2 acquisitions structurantes que sont PDS et MBTech. Enfin, dernier point explicatif majeur, qui est le remboursement de l'emprunt obligataire que nous avions levé en 2013 pour un montant de 100 millions d'euros. Au total, après une année 2018 qui a été très dynamique, 2 acquisitions structurantes, le lancement de Clear 2022 en début d'année, le groupe affiche une trésorerie élevée de 272 millions d'euros. Quand on cumule cette trésorerie avec notre forte capacité à générer du cash, le programme de NOICP, le RCF non tiré, on dispose d'une capacité de financement élevée de 780 millions d'euros pour poursuivre notre stratégie de croissance. Fort de la dynamique 2018, on est confort avec nos objectifs 2019, où on attend une croissance organique supérieure ou égale à 6%, une marge opérationnelle maintenue à 8% grâce à l'avancement de l'intégration de PDS, et un free cash flow supérieur ou égal à 5%. Pour revenir sur nos éléments de succès, on a un unique DNA, on est parti d'un groupe français familial
de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2005 pour devenir un groupe international avec des chiffres qui sont éloquents, un revenu d'1,7 milliard d'euros multiplié par 13 depuis 2005, l'année de la cotation de l'entreprise, un revenu international multiplié par 100, qui représente 60% du total du groupe, du chiffre d'affaires du groupe, tout ça avec un rendement sur equity moyen de 19%. En outre, si on a une gestion qui est restée familiale, on a fortement accru le flottant du groupe, autour de 55%. La capitalisation du groupe est de 1,1 milliard d'euros, contre 84 millions d'euros lors de l'IPO en 2005. On a travaillé la liquidité moyenne quotidienne, qui est supérieure à 2 millions d'euros si on cumule Euronext et les autres plateformes. Et d'ailleurs, depuis janvier, on est rentré au compartiment A et on est à la porte du SBF 120. Et pour bien vous illustrer ce que je viens de vous signifier, j'ai pris 2 exemples. Le premier, c'est la capacité de notre groupe à faire des opérations structurantes, pas chères, qui créent de la valeur. Cet exemple, c'est celui de 2014, lorsqu'on vous annonçait que l'objectif était de creating a best-in-class leader et nous rendre incontournables. On a fait sur la période des acquisitions structurantes, alors qui ont toujours eu besoin d'un recovery. On en a fait 2, on avait au conseil, on avait MBTech. Mais pourquoi? Parce que ça nous permet de les avoir pas chers, parce que ce qui est pour nous important, c'est d'avoir des quick wins financiers rapides, donc, des sécurités sur la top line, une compatibilité des cultures, un positionnement marché fort, et des hommes qui vont être motivés pour le projet. Résultat, on a doublé l'activité en 4 ans, doublé le résultat opérationnel à 8%, généré en permanence un bon free cash flow, un return on equity qui est supérieur à 15% sur toute la période, un ROCE 2018 de 20%, et un gearing max de 108% et un leverage de 2,2 fois. Donc clairement, on sait faire des opérations structurantes qui créent de la valeur. Autre exemple, lorsqu'on se déploie sur un nouvel axe stratégique, alors qu'il soit secteur géographique ou technologique, là j'ai pris un exemple allemand. On a installé AK en Allemagne en capitalisant sur le positionnement structurant de MBTech, qu'on a mixé avec la croissance organique et des petites cibles au positionnement pointu. C'est une approche qui est sans risque financier, qui crée de la valeur. Et vous le voyez, on a été rentable sur toute la période. On s'est développé sur toute la période. On a développé la relation avec le client principal Daimler en Allemagne, qui s'est senti suffisamment confort pour qu'on puisse racheter les 35% qu'il détenait lors de l'opération initiale. Finalement, sur notre implantation en Allemagne, on aura dépensé 100 millions d'euros qui ont permis d'acheter à l'origine 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, constituer un leader de 511 millions d'euros et qui génère aujourd'hui un ROA de 46 millions d'euros, soit pratiquement un payback en 2 ans, si on voulait le dire. Donc, notre objectif avec ce slide, c'est vous dire qu'on ne va pas changer. Aux US, avec PDS, c'est ce qui va se passer une fois de plus. Comme Cash va vous le démontrer plus tard. Mais auparavant, Maurice, tu vas pouvoir nous parler de nos perspectives. Merci, Nicolas. Donc, bon, on ne peut être que satisfait après l'exposé de Nicolas, surtout après l'année que l'on a passée. Finalement, fondamentalement, nos enjeux, nous l'avons dit lors de notre dernière réunion, nous avons la chance d'être sur un marché qui se développe fortement. Et donc, ce qui est important, c'est d'être en capacité de suivre cette évolution de marché et de le suivre de façon durable. Pour le suivre de façon durable, plan après plan, nous suivons des règles très précises qui sont élaborées. C'est le cas de Clear 2022. Alors, c'est rien d'exceptionnel. Clear 2022, bon, il y a des objectifs ambitieux, 2,5 milliards, 250 millions, 150 de résultats, 150 millions de cash flow. Mais à la fin, c'est se pencher sur les clients encore plus, mieux les comprendre dans leurs problématiques mondiales et construire des organisations qui permettent ces évolutions. Et dans l'exercice 2019, notre ambition, c'est de travailler énormément la croissance organique en vendant toutes les offres du groupe. Nous avons fait des investissements pour améliorer le positionnement digital. Donc forcément, il y a des offres qui sont dans certaines régions et pas dans d'autres. Donc tout ça a été repositionné dans un marketplace et nous souhaitons le vendre à la totalité de nos clients et tirer comme ça du volume d'organique important. Focus sur 20 clients, puisque lorsque nous arrivons à avoir des volumes d'activité très importants
notre premier client est Daimler, mais si on prend l'exemple d'Airbus, nous sommes un des plus gros acteurs, si ce n'est le plus gros acteur d'ingénierie pour Airbus. Nous sommes sur des sujets qui sont des sujets sensibles. Et donc, forcément, ça amène beaucoup plus de récurrence, beaucoup plus de solidité dans la relation. Ce qui fait que les 20 clients qui ont été ciblés, notre ambition, c'est de faire un minimum pour les plus petits, une 50aine de millions, mais pour les plus gros, au moins de 200 millions d'activités. Et donc, il y a un investissement particulier sur ces comptes qui ont été sélectionnés. Ensuite, le leadership en innovation, bon, on le démontre depuis des décennies, hein, que ce soit la Link & Go, Link & Fly. On vous présentera un projet qui a été fait cette année sur un véhicule électrique où on montre que finalement ça peut être fun et on démontre comment mettre en œuvre des technologies complètement nouvelles. Donc tout ça est structurant en interne parce que plus les niveaux technologiques de projet sont forts, plus le groupe attire des talents, et c'est quand même un enjeu pour nous d'attirer des talents. Ensuite, pour se développer au plan mondial, il faut des bases technologiques très solides, et donc là je reviendrai sur nos centres d'excellence et la capacité qu'ils ont à réaliser des offres globales sur des projets clients. Donc Attractive for Talent, je vous l'ai dit, bien sûr, c'est la qualité des projets, c'est aussi tout un tas d'initiatives, on reparlera de l'académie. Orienté sur le résultat, Nicolas en a largement parlé, mais c'est aussi quelque chose que l'on pousse plus en interne. Moi, je voudrais faire une petite remarque. Très souvent, on dit on achète des entreprises qui sont en recovery. Lorsqu'on a acheté MBTech, parce que je pense que c'était vraiment la caricature, Aéroconseil aussi, on a acheté des compétences. Et chez MBTech, quel était notre enjeu? Eh bien, c'est une entreprise qui n'avait jamais fait une facture, qui n'avait pas de compte bancaire. Donc, vous voyez, le mot gestion, c'était pas vraiment leur quotidien. En revanche, la compétence automobile, elle était forte. C'est plus facile de faire une recovery d'organisation, de mettre des méthodes de fonctionnement et des process, que de faire une recovery en allant chercher des compétences. Et donc, finalement, nous, dans notre démarche d'acquisition, ce que l'on recherche, c'est de la complémentarité géographique, que ça nous ouvre un client, et très souvent technologique. Et les petites entreprises, ben souvent, quand ils sont bons au niveau technologique, c'est qu'à la tête, il y a un ingénieur et pas un financier. Hein, excusez-moi, mais voilà, c'est quand même comme ça. Donc, les gros drivers, bon, bien sûr, c'est d'accélérer sur le digital. Je veux juste là aussi l'illustrer. 2011, on présente la Link & Go. La Link & Go, c'était 8 blocs technologiques qu'on a mis sur une architecture de voiture. À l'époque, nos clients ont surtout regardé la qualité de la voiture. Alors, les portes ne s'ouvraient pas très bien, etc. Mais ce n'était pas le sujet, on n'est pas un constructeur automobile. C'était de dire les grands enjeux technologiques de demain sur l'automatisation des véhicules, sur les véhicules autonomes, ce sera ça. Ce sera tous les modèles mathématiques qu'on avait développés autour de nouveaux capteurs et autres. Aujourd'hui, le salon de Genève a fermé il y a quelques jours, on ne parle plus que de ça. Donc, pour nous, c'est très très important que d'être en anticipation de l'évolution des technos, et je pense que c'est un vrai critère différenciateur du groupe. Deuxième sujet, accélération en Allemagne. Donc, l'année passée, j'ai beaucoup été questionné. Bon, vous êtes exposé à l'automobile. Voilà. Nous, en effet, on est exposé à l'automobile. On est exposé à un secteur qui est en pleine mutation et dont la mutation se fait principalement sur les grandes technos. Donc c'est quand même un petit peu là que l'on doit être. Je pense que les chiffres qui ont été annoncés ces derniers jours par des constructeurs allemands et aussi aux États-Unis montrent que nous allons être portés par une vague réelle puisqu'on en connaît même les chiffres. Et donc pour faire ça, on va s'appuyer tout simplement sur une organisation que l'on fait évoluer, sur laquelle je vais revenir. Et puis, on prépare la vague suivante qui sera aéronautique et donc une diversification client dans ce secteur. Bon, l'arrivée de Boeing dans le top 10 de nos clients montre clairement dans quel sens nous allons. Donc tout ça pour vous dire que Clear 2022, c'est un plan d'action très simple qui montre clairement la dérivée du groupe et à la vitesse où nous allons aller aux objectifs.
mais c'est surtout que nous le faisons par une anticipation des problématiques de nos clients. Alors sur ce graphique, Nicolas l'avait déjà montré, on voit clairement 2014-2019, on double et donc la dérivée nous amène au bon endroit. La croissance organique, c'est le moteur qu'on veut vraiment pousser. Bien entendu, on continue à faire des acquisitions. Et puis, cette accélération dans l'automobile, et notamment avec des nouvelles technos, des nouvelles solutions, ce sera un leverage pour nous dans les autres secteurs, parce qu'on pourra aller proposer des choses que l'on a développées et qu'on va devoir développer vite, parce que la mutation automobile, bon, elle s'inscrit là sur 3-5 ans. Alors... je vais vous parler des États-Unis. Moi, je vous parle un petit peu de l'Allemagne. Bon, Nicolas nous a expliqué qu'on est passé de 0 à un demi-milliard d'activités en quelques années. Je veux rappeler ce que nous avons dit lorsque nous sommes allés en Allemagne, des choses évidentes. C'est le plus gros marché européen. Et donc, nous allons continuer à nous développer fortement en Allemagne. Et je pense qu'il y aura une accélération, puisque, comme vous le voyez, les grands acteurs allemands font finalement des niveaux de chiffre d'affaires qui sont très similaires aux nôtres. Et eux le font depuis des décennies. Je veux bien que l'animation avance un petit peu. Merci. Donc, en quelques années, 1,5 million, mais un train d'aujourd'hui pour aller beaucoup plus loin, puisque nous n'en sommes qu'au début avec le groupe Volkswagen, avec... BMW, certainement avec Peugeot et Opel aussi. Et donc, finalement, si on le reprend, on arrive en 2008, 2012, on achète MBTech, on commence à diversifier en 2015, on part sur une organisation standard du groupe en 2017, qu'on continue en 2018, qui permet de vraiment améliorer la rentabilité. On monte en valeur ajoutée sur les qualités de projet de façon très importante, ce qui va nous permettre de mieux recruter. On a vraiment la possibilité de continuer un développement très fort en Allemagne, et c'est ce que nous comptons faire. Bon, après, je vous l'ai dit à l'instant, 60 milliards d'investissements pour les 3 constructeurs sur 3 ans, ça doit nous permettre de développer du business de façon intéressante dans l'automobile. C'est sans oublier l'aéronautique et le ferroviaire, et les life sciences qui sont fortement implantés dans ce pays. Et ça, en continuant à progresser en termes de marge. Là aussi, lorsqu'on a lancé en 2014, on a donné des trends. La France, 8-10% normatif. Donc aujourd'hui, la question que vous pouvez poser, c'est est-ce que vous êtes au maximum? On pense qu'on peut encore progresser un peu, mais en effet, on est sur des rentabilités qui arrivent aux limites en France. En revanche, en Allemagne, plutôt 10-12%, et puis sur Rest of the World, on peut même aller plus loin. Donc pour nous, quelque chose qui est vraiment tracé avec les 20 grands comptes qui sont ciblés, toutes les offres pour arriver à nous développer. Alors pourquoi finalement sommes-nous sûrs de cela? Eh bien, c'est notre positionnement. On parle beaucoup du volume du digital. En fait, digital pour moi c'est juste un sujet de vocabulaire. Je l'ai dit la dernière fois, mais là je voulais l'expliquer plus en détail. Quand on conçoit un produit, donc on conçoit, quel que soit le produit, une architecture globale de ce produit, ça va être soutenu par des pièces mécaniques, plastiques, etc. Donc là on est dans le monde de l'ingénierie que je vais qualifier de mécanique, qui est finalement le métier, un des premiers métiers du groupe. Et puis l'autre partie, c'est la gestion de tous les systèmes. C'est la gestion d'un moteur, c'est la gestion d'un équipement quel qu'il soit. Donc là, on a de l'électronique et de l'informatique. Et finalement, aujourd'hui, sur les systèmes embarqués, on se souciait principalement du fonctionnement. Donc toutes les études que nous faisions, c'était en vue de faire fonctionner un système. Là, on amène une couche supplémentaire qui est
on va essayer d'analyser des données et aller beaucoup plus loin dans l'intelligence artificielle, peut-être donner un certain nombre de directives. C'est ce qui va se produire sur les produits, ce qui est un volume énorme, mais ce qui pour nous est une démarche intellectuelle qui se continue. Et ça me rappelle ce qu'on avait vécu il y a 3 décennies, où en fait on étudiait un produit et ensuite on étudiait comment on devait le fabriquer. Donc on perdait énormément de temps et on a inventé l'ingénierie simultanée qui était de commencer à penser comment on va produire quelque chose qu'on est en train d'étudier. Aujourd'hui, donc c'est des process très rodés qui font qu'on conçoit de façon globale et le produit et son industrialisation. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va rajouter une couche qui est comment l'utilisateur, comment l'usager va pouvoir utiliser de façon différente et mieux adaptée ce produit. Et ça rajoute cette couche digitale. Donc, pour nous finalement, pas de grands changements. En revanche, tout le monde est sur le digital aujourd'hui, et donc c'est plus difficile en termes de recrutement. C'est pour ça qu'on a lancé l'académie qui ciblait là-dessus, et c'est pour ça qu'on a fait des acquisitions avec des positionnements qui sont plus dans des métiers où finalement ils traitaient ce genre d'interface. C'est pour aller plus vite. Alors, on l'illustre avec un exemple. Forcément, très souvent, les clients cherchent de la confidentialité, mais finalement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et on a voulu prendre un exemple différent de l'exemple automobile. Vous avez un industriel qui, finalement, a des produits dangereux qui sont stockés un peu partout dans l'industrie mondiale. Et ils ont tout un tas de difficultés pour suivre exactement finalement le niveau de qualité de leurs produits. ACA a développé un nouveau capteur donc, qui est positionné localement où on va stocker, on va dire, des containers qui sont dangereux. Qu'est-ce qu'on va être capable de suivre? Finalement, sa carte d'identité pour avoir de la traçabilité, où il est localisé, à quelle pression, puisque c'est des produits qui peuvent être sous pression, quelle pression chaque élément est, quelle température, parce que forcément, pression, température, il y a quelques... Et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment dans le métier de base, qui maintenant porte le nom d'IoT d'ACA. On va avoir un certain nombre de data. Ces data, sur la partie haute, vous avez... un interface machine, donc un opérateur qui vient. Alors c'est clair qu'avant, il avait des checklists. Aujourd'hui, il a un pad quelconque qui va y retrouver toutes ces datas et on va pouvoir lui demander de faire un certain nombre d'actions en fonction des mesures qui ont été faites. De la même façon, ces informations sont stockées dans des bases, donc très souvent dans un cloud, énormément de données, alors big data, on les gère et on va donner des instructions à l'opérateur et dans le même temps, on va remonter des informations à un CRM pour des sujets commerciaux ou à un ERP pour des sujets de gestion. Là, vous avez la totalité du cycle et finalement, le métier d'ACA s'arrête. Gérer un ERP, ce n'est pas notre job. C'est le job, je sais pas, d'Atos, de Cap, mais c'est moins notre job. En revanche, tout le reste de la chaîne, c'est une cohérence totale. Donc, ce mouvement qui amène le volume du digital, il est complètement naturel pour nous dans la structuration des offres que nous faisons aujourd'hui. Et donc, ça amène des volumes. Et là, on a voulu illustrer simplement les sujets qui sont digitaux chez nos clients automobiles. Donc ça n'exclut pas qu'on est quand même en train de travailler sur des nouveaux moteurs essence de très très faible cylindrée et qui auront des niveaux d'émissions très bas parce que l'hybride, il faudra quand même bien qu'il y ait aussi une partie thermique, que forcément il faut travailler sur des nouvelles architectures véhicules pour mieux intégrer les batteries dans les planchers, donc c'est des nouveaux programmes. Tout ça, on ne l'a pas mis ici, mais chez Daimler, on avait lancé il y a 3 ans la première plateforme complètement hybride. On est déjà sur la suivante. Énormément de projets sur les parties powertrain de l'hybridation. Bien sûr des applications digitales et notamment médias à l'intérieur du véhicule, mais aussi dans la gestion des systèmes de transport, parce que on voit là bouger un petit peu l'usage. Les constructeurs Daimler et BMW se sont associés
pour louer finalement des véhicules plus collectifs. Et là, on pourrait reprendre l'exemple que j'ai pris avant. Il faut commencer à savoir où il est localisé. Est-ce qu'il n'a pas de problème de pression sur les pneus? Comment est le véhicule? Parce qu'il y a une responsabilité qui évolue du constructeur. Donc c'est la même chose dans le groupe Volkswagen, c'est vrai avec Volkswagen et c'est vrai avec Audi. Je rappelle que nous avons une filiale commune avec Audi où il y a des sujets très confidentiels sur toutes les fonctions automatiques et autonomous drive que l'on peut développer. Et puis c'est vrai avec Renault, c'est plus notre plus gros client, mais en tout cas c'est le plus vieux, où il y a une vraie volonté dans la gamme électrique. Donc voilà, c'était juste pour illustrer le volume. Vous comprenez que c'est assez générique parce que alors, tous ces sujets, ils sont tous top confidentiels. Hein, parce que c'était assez open, l'automobile. On s'échangeait les moteurs, les trains roulants et tout il y a quelques années. Mais là, les frontières se sont un peu plus marquées. Et ce n'est pas du nationalisme, c'est de la protection industrielle. Voilà, donc pour réussir ça, les enjeux, je les ai déjà évoqués. Mais le recrutement... 500 recrutements la première année dans l'académie. L'objectif, c'est de passer à 1000. Je rappelle qu'au-delà du recrutement, il y a des formations sur des applis digitales très précises qui sont faites pour que les ingénieurs qui sont passés dans l'académie arrivent et qu'ils soient opérationnels beaucoup plus vite. Alors, bien sûr, on a obtenu un certain nombre de labels. L'académie, c'est... je pense que c'est la preuve que nous essayons dans le groupe de garder une qualité fondamentale. Moi, très souvent, je dis à certains de nos managers, vous avez un problème avec vos équipes, allez voir un ORL parce que, comme vous n'entendez rien ou vous n'écoutez rien, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à manager vos équipes. Mais en fait, l'académie, c'est exactement ça. On a essayé de comprendre les générations qui arrivent, quelle est leur sensibilité et comment les amener dans le monde du travail, du travail de l'ingénierie. Je pense que c'est une initiative qui est, au-delà des chiffres, une vraie réussite à l'intérieur du groupe. Deuxième grand moteur, donc on a compris l'histoire de l'ORL, on veut mieux écouter nos clients. Et le problème, c'est que c'est plus difficile de les écouter parce que c'est devenu mondial, donc l'information parfois est parcellaire, il faut arriver à la consolider. Et donc là, nous lançons une organisation qui, pour nous, n'a rien de nouveau, puisque nous l'avons fait en 2007, 2008, 2009. Nous avions doublé de taille. C'était nécessaire de retrouver une cohérence sur toutes les offres, construire une équipe commerciale qui allait les présenter à tous nos clients. Et finalement, juste après cette crise 2008-2009, on a tiré des niveaux d'organique qui étaient au plus haut. On recrée une organisation de ce type. Cette fois, elle est mondiale et beaucoup plus structurée. Mais à la fin, c'est la même ambition, bien comprendre ces grands comptes clients et arriver à leur présenter la totalité de nos offres. Si on vendait toutes nos offres à tous nos clients, on tirerait 30 points d'organique. Hein. Alors bon, c'est un peu théorique, mais c'est quand même une réalité. Et donc ces offres, elles s'appuient sur nos centres d'expertise, puisque quand vous proposez quelque chose de nouveau à un industriel et quelque chose de nouveau sur des sujets sensibles, il a besoin vraiment de comprendre. Et je crois que les centres d'expertise du groupe sont sans équivoque des références qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Hein, le pôle aéro à Toulouse, c'est 2500 personnes, c'est la capacité à faire des avions. Ce n'est pas notre job et nous ne le ferons jamais, mais c'est une capacité à faire des avions. C'est la même chose en région parisienne, à Stuttgart, dans l'automobile, dans le nord de la France, pour ce qui est ferroviaire. Et donc c'est vraiment quelque chose qui permet en plus d'intégrer des jeunes et de leur amener des niveaux de formation qui sont importants. Et alors, il y a plein de nouveaux vocabulaires quand on parle, par exemple, des systèmes ADAS. Bon, aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Finalement, le premier système ADAS, c'est les capteurs qui ont été mis dans les boucliers qui faisaient bip-bip il y a bientôt 20 ans et qui vous aidaient à savoir où vous en étiez par rapport à l'obstacle qui était derrière ou devant. On commençait à vous aider dans l'utilisation de votre véhicule. Bon, aujourd'hui, ça prend des dimensions beaucoup plus fortes, mais clairement, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est
une évolution des algorithmes qu'on a fait sur la Link & Go. Donc on a forcément une crédibilité totale. Quand les gens vont à Paris et voient finalement toute la continuité du développement qui a été fait pour avoir ces maîtrises, bah, c'est quelque chose vraiment de différenciant. Donc ces centres d'expertise pour pousser la croissance organique et bien sûr on en parlera avec Cash parce que c'est quelque chose qui nous aidera aux États-Unis. Alors, sur le sujet innovation, je vous ai dit que quand on a fait la Link & Go, tout le monde s'est moqué de son niveau de qualité. Alors là, on a dit, on va faire un peu différemment. Il nous fallait quand même marquer l'arrivée de Berton dans le groupe. Et donc, nous avons fait un véhicule un petit peu meilleur en qualité. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec cet exemple? Bon, plusieurs choses. La première chose, je vous ai dit, on voulait faire montrer qu'on était capable de... On fait des chocars, donc tout le monde ne le savait pas. Là c'est un projet qui permet de communiquer. On est capable de faire des chocars pour tous les constructeurs, mais ce n'est pas vraiment le seul point qui nous intéresse. Là, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'un véhicule électrique peut être fun? Donc la réponse arrive. Et comment, finalement, faire en sorte que toutes les équipes du groupe travaillent sur un projet unique. Et ça a vraiment été un point de réussite, parce que il est lent ce film, je vais plus vite que son déroulé. Voilà, merci. Donc on est parti d'une base de smart électrique qui a été modifiée au niveau de ses trains roulants, son comportement, sa puissance. Il reste le système de powertrain, donc de moteur de base sur les roues arrière, et que nous avons doublé avec des tambours moteurs qui sont dans les roues avant. Donc là-dessus, le groupe a fait la totalité. L'assemblage des batteries, essayer de comprendre tous les problèmes liés à la température et tout, qu'ont tous les constructeurs. Donc là, on a énormément de solutions qui se sont dessinées. La gestion intelligente de ces batteries, aujourd'hui, Tesla le fait un peu, mais d'une façon générale, il n'y a pas une gestion qui est très fine de l'énergie. Et puis la possibilité d'avoir de la surpuissance. On n'est pas tout à fait arrivé à notre objectif. On voulait être à 4 secondes, c'est-à-dire autant d'une voiture de sport, une Porsche et autres. Bon, on est un petit peu en dessous, puis on a fait les essais surtout en hiver. Mais 6 mois pour faire ce projet, des Italiens, des Allemands, des Français, des Anglais, une équipe complètement mixte qui travaille sur un seul projet et qui arrive à faire un véhicule en 6 mois. Bien sûr, on part d'une base, mais on l'a tellement modifiée. Aujourd'hui, elle est présentée à tous les constructeurs automobiles, non pas pour faire ça, non pas pour faire ça. D'ailleurs, on ne voit pas bien l'intérieur sur le film, c'est dommage, parce que l'intérieur est très british. Et, mais surtout, la capacité à aller vite dans la transformation et dans le même temps chercher des vraies solutions. Parce qu'aujourd'hui, personne ne fait la totalité. Je ne sais pas, quelqu'un comme Saft qui est sur les batteries, il travaille sur la performance de la batterie, mais l'utilisation de la performance, l'optimisation, que ce soit les températures environnantes ou comment on gère la consommation, ben ça, il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a principalement Bosch et Valeo. Donc d'essayer de montrer que lorsqu'on voit la totalité de l'architecture, on va un peu plus vite dans les solutions. Forcément, ça a été une grande motivation interne et c'est quelque chose d'important. Voilà, je vais laisser Cash nous parler des États-Unis. Bonjour et merci. But if it's okay, I continue in English. Good morning and thank you. I am very happy to be here today to address the status of PDS Tech ACA in the United States, and specifically the aeronautics diversification as part of the overall CLEAR 2022 initiative. First, I want to talk about the tremendous potential for engineering R&D in the United States. And here on this slide, you see the, you see, I will talk, the potential
in the United States is very strong, especially relative to France and Germany. This is a study of the 500 largest spenders in the world on ER&D, and we find that almost 300 are in the United States. This represents 3 times the number in France and Germany. Also, the demand is growing quite strongly in the United States. You'll see our growth rate of 8% in ER&D spend, compared with 3% in France and 5% in Germany. And the U.S. clients are looking for agility, productivity, innovation, and experience. The complementary expertise originally envisioned, now nearly 1 year ago, when we began considering this transaction with AKKA, was that we could take the value-added high engineering solutions of AKKA and combine them with the track record that PDS Tech has for 40 years in the United States, providing the top engineers to the top aerospace companies, and the brand recognition PDS Tech had, to put those two together to create an innovation powerhouse for U.S. industry. This was how it was conceived, and this is what's happening. But we have found it helpful as we have engaged over the past year, and very much so in the last several months after the closing of the transaction. It has presented to us a segmentation of the offerings that really reflects how the clients are reacting. And if you look at the left, you have the AKKA US clients and the PDS Tech clients, AKKA on top and PDS on the bottom of the matrix. And then on the left, you have the service offerings of AKKA, and on the right, the service offerings of PDS Tech. For example, in the upper left box, you see an AKKA service offering to an AKKA client in the US. And you might ask, well, that's strange. How would PDS Tech acquisition help AKKA with its own clients? But you remember, for a client to take advantage of an opportunity, it both needs your service and it has to think of you. And with the presence in the United States, the AKKA clients are now going to more often think of AKKA because we have AKKA people over now in the United States addressing those clients and their opportunities. So physical presence matters. And the physical presence in the United States of AKKA helps even with AKKA clients, and we have many joint clients. As I move in the matrix to the right-hand top of the box, the offering of staffing services to U.S. clients, this has been an area where we have already seen success. For example, we are putting 100 staffers to work at a major automotive client of AKKA in the Southeast Corridor. So this is already happening. We're already billing revenue on this type of offering, the offering of PDS Tech services to existing AKKA clients. As I move to the lower left side of the matrix, this is, of course, the core assumption that the transaction held, that we would be able to offer solutions work to the staffing clients. And I think it's instructive here if I give you one story, one example, so you can see exactly how this transition can happen. We have a major client that is seeking to change out thousands of suppliers in a supply chain challenge, thousands of parts, thousands of hundreds of different suppliers. And this is quite a challenge because you want to not disrupt production while you change these inputs. They came to us and said, we need help, we're behind, we need project managers. And this is something we do every day. They needed 4 project managers, but in connection with that conversation, we began to talk about a solution. Because it turns out, of course, that AKKA has not only done this kind of solution before on an outsourced basis, but they have a software that can actually work the process. And this client, our client, does not have a software. And so when I return, we're meeting again with this client, and I think they're behind a little bit, so they need the project managers, and the project managers have already started working, but it's possible a part of the project will be carved out
in a solution structure. And the next time they face this challenge or opportunity for the change out, which is often with our clients, we'll be able to bring the full solution with the software. So that's just an example of how the migration from staffing service to actual solution and the ease with which this takes place. And in the lower right hand of the box, you see about bolstering PDS offerings in the U.S. and abroad through ACA affiliation. This is one of our motivations for the transaction, quite frankly. We could have run the risk of being left behind because 90% of our business comes from 25 to 30 of the largest aerospace companies right in the world. And these are global players, and these global players expect a global solution. They don't want to deal with one company in the United States, one company in France, one company in England, one company in Germany, one company. They want a global solution because they are increasingly consolidating intelligently their own supply chain. And so this is exciting because we have clients now. We've had 2 clients recently who have told, which is good for us, told people who want to bid, don't bother bidding on this project unless you can bid for us globally. So this global need fits right into the transaction. This is, hopefully you all realize this is a map of the United States. And I will say the aerospace clients on the left, it says ACA Aerospace, these are virtually all clients of ours as well. There are many exciting opportunities with these aerospace clients. The overlap is quite striking. And again, the ease of the conversation, like I described with our major client who had the supply chain challenge. These clients are interested in things that ACA does. For example, certifications. Obviously, safety has become paramount, again, a reminder of the importance of safety. Modifications, certifications, all that kind of work, these clients are demanding. And in terms of locations, there are 2 primary aerospace corridors in the United States. One up in the Northwest, where Boeing, of course, has traditionally operated, up in Washington in the Puget Sound area. And, of course, a developing area is in the southeastern United States, the Carolinas down through Florida, where Boeing has put a major plant. You see the red dot in Charleston, South Carolina. So we overlap quite heavily with Boeing, as we've done business with them for 30 years, 30 years of their 100-year existence. And then on the automotive side, interestingly, again, the Southeast Corridor is a very strong and growing automotive corridor for the United States, as all the European companies are putting facilities in the Southeast United States. So the Southeast United States is very interesting for the future of ACA and PDS Tech, both from an automotive and aerospace. And this is driven in part by lower labor costs and things that drive job creation. Finally, we have, we could have got these from virtually every client we have. Clients are quite enthused about this transaction. We have 2 here, Textron, where we helped with a very serious project. It's interesting, I'll again go just slightly off script here to give you a sense of another thing that our clients find interesting is when we provide staffing, when we provide workers, it's not unusual that those workers haven't worked together as a team before. And one of the ways that we're now offering value-added services or talking about value-added services like ACA brings is to say, wouldn't you rather have a team that's got experience doing this project instead of bringing disparate resources from different places? So this is something I think that we are seeing resonate with our clients. Textron, obviously very enthused about the deal. MITAC, which is mostly Mitsubishi-owned, also partially owned by Toyota, was a client of both companies prior to the transaction. The ACA people have been working on certification of the Mitsubishi regional jet, and PDS have been providing engineers for Nagoya, Japan, where this effort has taken place. In fact, we have over 100 engineers working in Nagoya for MITAC. Again, very enthusiastic about the transaction. Happened to have dinner with them last week in Seattle, and there's quite a bit of excitement about the transaction. So thank you very much.
Merci, Cash. Donc, peut-être juste un mot de plus. Lorsqu'en 2010, nous avons évoqué notre volonté d'aller en Allemagne, nous avons aussi expliqué que le marché n'était pas mature comme le marché français et qu'il y aurait une courbe d'accélération qui serait très forte. Une petite dizaine d'années après, on voit quelle a été la mutation du marché allemand. Nous savons tous qu'aux États-Unis, le business model est différent. En revanche, l'évolution des technologies et la volonté qu'ont les OEM d'avoir des solutions globales poussent vers des structures qui ressemblent beaucoup plus à ce que nous avons en Europe. Donc nous sommes très sereins sur ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos diverses questions. Bonjour, Emmanuel Parot, Gilbert Dupont. J'avais 3 questions. La première, c'était sur Daimler. De mémoire, le compte était stabilisé chez vous en 2018. Alors c'est vrai que c'est un client qui a fait des profit warnings, mais qui a aussi évoqué une accélération des investissements. Vous avez racheté les minoritaires. Est-ce que concrètement, on peut s'attendre à une accélération de la croissance dès 2019 vous concernant et sur quel segment? Ma deuxième question, c'était sur Boeing, compte tenu de ce qui s'est passé, du crash. Est-ce que c'est un risque sur la dynamique de ce compte à court ou moyen terme, selon vous? Bon, peut-être un peu tôt pour répondre à ce point. Et ma dernière question, c'était sur votre nouvelle organisation que vous avez évoquée, peut-être un petit peu plus matricielle, en vous appuyant sur des centres d'expertise. Est-ce qu'il y a un risque sur l'exécution de cette nouvelle organisation? Vous êtes bien avancé. Selon vous, il n'y a pas de risque particulier à attendre sur cette évolution? Merci. Alors, pour ce qui est de Daimler, la réponse est oui, mais non. Oui, en effet, on pense que les volumes vont croître. D'un autre côté, on a une vraie volonté de diversification. Et avec Daimler, nous réalisons aujourd'hui environ 30% de leur externalisation. Donc il est clair qu'on va avoir la vague digitale, mais on sera aussi attentif à quel sera le trend plus récurrent de volume d'activité. C'est exactement la même démarche que celle que nous avions fait chez Airbus. À un moment donné, nous aurions pu avoir 4000 collaborateurs à Toulouse. On avait stabilisé à 2500, utilisé des structures externes pour répondre aux clients. Donc là, ce sera certainement le même genre de réponse avec Daimler. Donc je vous fais une réponse un petit peu plus complète. Sur Boeing, eh ben, il y a quelques années, on vous a expliqué qu'on travaillait avec Fiat, et Fiat, c'était pas FCA à l'époque, avait d'énormes difficultés financières, mais ils avaient du cash et donc ils avaient nécessité de renouveler très très vite leur ligne de produits. C'est juste vous dire que très souvent, on est à contre-cycle. Quand vous avez un industriel qui a des difficultés, soit parce que son produit n'est pas OK, soit parce qu'il doit le faire évoluer, à ce moment-là, les modifications ou les renouvellements de produits se font beaucoup plus vite dans des conditions économiques qui sont plus intéressantes. Donc, bon, je ne vous réponds pas vraiment à la question de Boeing pour la bonne et simple raison que je ne crois pas que le 737, c'est un très bon avion, donc il doit peut-être y avoir une difficulté. Aujourd'hui, personne ne sait de façon détaillée. Quand on saura, ça va générer peut-être des modifications, donc du travail pour nous, mais ça ne générera pas d'autres sujets. Et je pense que Cash peut rajouter quelque chose sur Boeing, puisque you met Boeing last week. Yes. Yeah. Et donc, bon, alors je vais le faire. Cash les a rencontrés la semaine dernière. Ils n'ont pas ralenti leur production. Ils sont en pleine analyse, bien sûr, de ce drame, mais ça ne change fondamentalement rien, en tout cas rien à ce jour, quoi. Et alors, le dernier point, donc les centres d'expertise, on ne les change pas. Ils sont comme ils sont, avec Excellence and Delivery, où on améliore la productivité, donc les résultats du groupe. En revanche,
on met en place une organisation commerciale qui vend toutes les solutions, ce qui n'était pas tout à fait le cas aujourd'hui, puisqu'on est principalement une organisation régionale, et donc là, il fallait qu'on pousse de la transversalité. Mais ça ne change pas le sujet du delivery des centres de compétences. Ils devraient avoir plus de volume. Oui, bonjour. Je voulais faire un point sur la marge, notamment aux États-Unis avec PDS, puisqu'on nous a dit que souvent, vous savez, on partait d'une activité 90% staffing et juste 10% R&D. Donc, vous nous aviez expliqué que ça allait effectivement évoluer et que vous aviez donc un objectif de marge de tête qui était autour de 3% et de le monter aux alentours de 7%. Est-ce que vous pouvez nous dire, avec un peu de recul maintenant, après les quelques mois, où vous en êtes, si vous êtes plutôt confiant, si ça se passe dans les clous, voilà, comment la situation évolue sur les US sur ça? Alors, au-delà de chiffres, je pense que l'explication de cash est donc pour donner, pour conforter sur cette position. Nous, aujourd'hui, on vit deux choses au bout de quelques mois. La première, c'est une dynamique de marché qui est forte, donc ça c'est intéressant, et un intérêt des clients qui est fort à avoir des solutions globales. Je pense que le sujet de la qualité est aujourd'hui une problématique aux États-Unis. Après, les activités de PDS, elles peuvent s'améliorer en termes de marge, je dirais structurellement, du fait des volumes, des overheads. Le métier par lui-même, il est à des niveaux de marge qui sont inférieurs à ce que nous avons. En revanche, tout ce que l'on va développer en termes d'offres structurées, là, on doit être à des marges importantes. Donc, dès qu'on fera 1 milliard, c'est sûr qu'on n'aura plus aucun problème. Mais sinon, on est très optimiste, quoi, compte tenu de tout ce qui est en train de se passer. Et puis, en plus, l'intégration se passe super bien. On va vous amener un micro. Au niveau de la propriété intellectuelle, comment ça se passe avec vos clients? Est-ce que vous êtes copropriétaire? Ou est-ce que, étant rémunéré par le client, c'est lui qui détient la propriété intellectuelle? Comment ça fonctionne? La majorité fonctionne, comme vous l'avez dit, la propriété intellectuelle est la propriété des clients. En revanche, tous les développements qui sont faits en interne du groupe, la propriété industrielle est la nôtre. Les notions de partage, c'est assez rare. En tout cas, aujourd'hui, c'est assez rare. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur le bridge entre le free cash flow publié de 100 millions et les 69 de recurring free cash flow? Nous donner aussi une vision sur la variation d'affacturage en montant absolu sur 2018 et ce que la guidance intègre sur 2019 aussi en termes de variation d'affacturage. Et pour des points peut-être plus business, nous donner aussi les perspectives de croissance sur PDS Tech, puisqu'on a la guidance sur la croissance organique, et de savoir si on sera toujours sur un trend très dynamique comme on a pu avoir en 2018, ou s'il y a quand même une normalisation à attendre avec peut-être des effets de base importants. Merci. Donc le free cash flow est de 100 millions d'euros. Il inclut un élément qui est lié à des actions fortes qu'on a eues pour récupérer des créances fiscales. Quand je les enlève, parce que c'est un one-shot, on a 69 millions d'euros de free cash flow. Donc c'est ça le bridge, il n'y a pas de 46 000 sujets entre. Et on a préféré que vous ayez ce bridge, parce que l'indicateur de performance pour l'année 2018 sur le free cash flow, c'est 4,6%. Et comme d'habitude, le groupe AK a fait en sorte de trouver des solutions pour améliorer sa situation de dette nette. Parce que tout va avec le même DNA. On trouve des solutions en instant T pour pouvoir être libre et déployer notre stratégie des équilibres. Maintenant, puisque sur votre question sur les impacts facteurs, alors on a dit que c'était 51 jours et que c'était stable sur l'année. Alors bon, après il y a une règle de 3 à faire avec le chiffre d'affaires, c'est au nombre de jours de chiffre d'affaires. J'ai pas les valeurs absolues en tête, mais c'est assez facile à reconstituer.
Et pour la guidance 2019 Sol Factor, là aussi, on s'attend à une stabilité. Est-ce que j'ai répondu à... Super. Sur le rythme de croissance, on n'a pas donné de guidance sur la croissance PDS pour la bonne et simple raison que dès qu'on sera plus mature, on donnera des guidance États-Unis. Hein. Il ne faut pas oublier que ACA était déjà présent et d'ailleurs que Cash dirige la totalité de l'Amérique du Nord pour nous et non pas uniquement PDS. Après, le marché est plutôt dynamique. Donc voilà, on reste sur une guidance consolidée pour le groupe. Voilà. Ici. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exposé sur la problématique RH et la façon dont elle évolue avec votre internationalisation, c'est-à-dire les facilités de recrutement, la fidélisation de ce personnel, et puis si vous voulez faire de l'extension de vos compétences vers d'autres clients, est-ce qu'il n'y a pas des murailles de Chine qui vont vous être imposées par l'accélération de la protection industrielle que vous avez soulignée? Alors, sur le sujet du recrutement, l'ambition de l'Académie, bon, c'est de recruter des jeunes surtout positionnés dans le digital, c'est aussi de faire des promos. Aujourd'hui, on a des grands séminaires pour expliquer aux Allemands qui doivent travailler avec les Français. On explique ça bien sûr aux Français, aux Italiens, à tout le monde. Et puis quand il y a des projets qui se passent, on se rend compte qu'au niveau du management, il y a beaucoup de travail. Hein. Forcément, il y a des... Qui va avoir la marge? Enfin, je ne vous fais pas un dessin, c'est pareil dans toutes les entreprises, donc on a ça à gérer. En revanche, et on a fait la démonstration sur la Smart, quand on prend les équipes techniques et qu'elles prennent l'habitude de travailler ensemble, là, il n'y a pas de frontières. Et c'est exactement ce qu'on crée dans l'Académie, puisqu'ils vont passer un cycle d'1 an, tous ensemble. Il n'y a qu'une langue, hein, qui est l'anglais dans l'Académie. Et finalement, leur destination, elle n'est pas définie lorsqu'ils rentrent dans le groupe. Et le type de travaux qu'ils vont faire, oui, mais leur destination, non. Donc on pousse vraiment à enlever ce clivage qui est le Parisien qui recrute un Parisien qui fera sa carrière à Paris, quoi. Donc forcément, c'est pas quelque chose d'instantané, parce qu'il s'agit d'une construction de l'Europe, hein, dans l'entreprise, et puis bien sûr aujourd'hui qui est étendue aux États-Unis. Et alors, votre deuxième question, ben voilà, je ne l'ai pas noté, du coup. Les murailles de Chine. Ah oui, les murailles de Chine. Les murailles de Chine, c'est dans notre ADN. Si on prend du savoir-faire et des solutions très spécifiques d'un client pour le vendre à un autre, on n'est pas dans notre rôle, là. En revanche, la capacité à travailler sur la base d'un certain nombre de capteurs, sur des algorithmes qui vont amener des solutions, on n'est pas obligé d'aller prendre ce qui a été fait chez le voisin. D'ailleurs, on ne le fait pas. En revanche, nous, ça nous permet de voir les différentes visions, les différentes approches qui peuvent exister. Donc ça, que ce soit aujourd'hui sur les offres digitales, hier sur des offres de systèmes embarqués, forcément, les murailles de Chine font partie de notre ADN. Vous savez que les niveaux de protection de plateaux d'ingénieurs, que ce soit dans l'aéronautique ou dans l'automobile, en fait, on a des normes qui sont plus fortes que les normes qui nous sont imposées par le secteur militaire. Donc, voilà, ça c'est obligatoire. Sur les marges, vous insistiez sur le fait que le gros a déjà été fait en France, puisqu'on est déjà dans le haut du range. Donc maintenant, ce qui va prendre le relais par rapport à votre objectif de 12, c'est clairement l'Allemagne et puis l'international.
On voit même que sur l'international, vous avez des perspectives de croissance de marge et de niveau de marge supérieur à celle de l'Allemagne, alors qu'on part aujourd'hui d'un niveau légèrement plus bas, hein, puisqu'on est à 9,9, légèrement. Est-ce que vous pouvez un peu nous détailler le chemin, vers quel ordre de grandeur vous visez sur l'international, et comment et sur quel pays vous allez vous développer sur cette partie qui est quand même la plus forte croissance de marge? Merci. Bon, sur l'Allemagne, on va continuer notre déploiement. Alors, il se passe des choses qui sont contradictoires. Hein. Plus les marchés sont matures, plus forcément c'est difficile. Les clients sont structurés, les services achats sont de plus en plus... Plus on est sur de l'innovation, et moins il y a de référents, et plus finalement les marges peuvent progresser. Et donc les pays qui sont... plus petit, et j'aurais tendance à dire que lorsqu'on a un pays qui fait 50 millions, le dirigeant, vraiment, il a une organisation qui est très simple, qui est très légère, et donc là, on a une performance qui est liée à l'organisation au-delà du marché, et comme il est beaucoup plus proche des clients, des offres et tout, on a aussi un leverage. Finalement, lorsqu'ils sont tout petits, on est en investissement. Lorsqu'on arrive à une taille de maturité, c'est là où on a les résultats les plus forts. Ça, c'est dans le contexte économique actuel. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui doit être pris en compte, c'est si on regarde les grandes entreprises de services indiennes, elles sont majoritairement en deuxième rang derrière d'autres acteurs qui seront en front office, que ce soit aux États-Unis sur l'informatique ou que ce soit en Europe chez les grands industriels. Ces Indiens, finalement, arrivent, en ayant des positionnements à moindre valeur ajoutée, à faire des niveaux de marge qui sont de l'ordre de 20%. Ça diminue un petit peu là depuis un an ou deux, mais on va dire entre 15 et 20. Quand, d'une façon globale, en Europe et aux États-Unis, si on arrivait à 15, on serait très très content. Alors, si on se projette et qu'on fait un mixte et que l'on considère que ces entreprises indiennes ont demain la nécessité, pour ne pas être dépendants de gens comme nous, d'avoir accès aux OEM, ils auront besoin d'avoir ce front office, cet investissement dans la relation qui pèse sur les marges, et la dérivée de leurs marges devrait diminuer. Dans le même temps, plus on devient mondial, plus on doit arriver à produire dans des zones qui sont à coût moindre, et donc notre rentabilité devrait progresser. Où se trouvera l'équilibre entre ces deux scénarios, je ne sais pas vous le dire, mais voilà quelles sont les dérivés, quoi. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions. Première question concerne un peu les résultats sous-jacents. Vous l'avez déjà montré qu'en chiffre d'affaires, on arrive à 1,7 milliard. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu aussi une vue sur le profit ainsi que l'endettement structurel, le leverage, si on compte sur une année PDS dans les résultats et les autres acquisitions? Et deuxième question, vous avez une ambition d'atteindre en 2022, si j'ai bien compris, le chiffre d'affaires de 2,5 milliards sur base de la croissance organique. Si j'ai bien calculé, ça veut dire des acquisitions pour un chiffre d'affaires de 500 millions autour. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée dans quels endroits, dans quel domaine vous comptez vous croître externement? Vas-y. Les acquisitions. Je peux commencer par les acquisitions. Nous, aujourd'hui, c'est très clair. Les deux axes majeurs sont l'Allemagne et les États-Unis pour la diversification aéronautique. Après, nous avons aussi la volonté d'atteindre des tailles critiques dans tous les pays d'Europe. Donc on ne s'interdit pas des acquisitions, et on travaille sur des dossiers dans tous ces pays d'Europe. Donc voilà.
Et quant au compte Proforma, donc il y a des indicateurs Proforma qui vont vous être procurés, mais quand vous savez que la profitabilité de PDS année pleine est autour des 3,5% en 2018, vous pouvez faire une règle de 3 et ainsi avoir la rentabilité Proforma de l'entreprise. Très bien. Merci de votre attention. Puis, je crois qu'il y a la possibilité d'un petit cocktail à côté et sinon de continuer à échanger. Bonne journée.